l'atmosphère devenant aussitôt étouffante, surtout à côté du vieux Charlie Evans, qui venait lire son journal, The Morning Star, au chaud, de bout en bout, très lentement. Elle se demanda où tous les Charlie Evans du monde pourraient bien aller désormais. Cathy Nisson leur avait expliqué que tous les services de bibliothèque allaient être regroupés en centre-ville, où ils deviendraient un pôle d'activité avec une zone multimédia, un café et une expérience intersensorielle, quoi que cela puisse être, même si le centre-ville était à 2 trajets de bus de là, bien trop loin pour leur clientèle vieillissante et difficile à déplacer. Leurs charmants locaux, tout miteux, avec leurs jolis toits pointus, allaient être vendus pour devenir des appartements de luxe totalement inabordables avec un salaire de bibliothécaire. Et Nina Redmond, 29 ans, lectrice avide, avec ses longs cheveux au burn emmêlés, sa peau pâle parsemée de taches de rousseur et une timidité qui la faisait rougir ou lui donnait envie de fondre en larmes aux moments les plus malvenus, allait être, elle le pressentait, jetée dans les vents froids d'un monde qui voyait arriver beaucoup de bibliothécaires en même temps sur le marché de l'emploi. Vous pouvez donc commencer à emballer les livres dès maintenant, avait conclu Cathy Nisson. Elle avait prononcé le mot livre comme si elle le jugeait rebutant dans sa nouvelle vision, clinquante, des services de la médiathèque. Tous ces livres crasseux, embarrassants. Nina se traîna jusqu'à l'arrière-salle, le cœur lourd, les yeux légèrement cerclés de rouge. Heureusement, tous les autres avaient plus ou moins la même tête. Et la vieille Rita O'Leary, qui aurait sans doute dû prendre sa retraite 10 ans plus tôt, mais était si gentille avec la clientèle que tout le monde lui pardonnait de ne plus réussir à déchiffrer le système de classement du fonds documentaire et de ranger les volumes plus ou moins au hasard, avait éclaté en sanglots, si bien que Nina avait pu cacher son propre chagrin en la réconfortant. « Est-ce que tu sais qui a déjà fait ça ?» lança son collègue Griffin à travers sa longue barbe, tandis que Nina se frayait un passage dans la pièce. En prononçant ces mots, il jeta un regard méfiant en direction de Cathy Nisson, qui se trouvait toujours dans la salle principale. « Les nazis, poursuivit-il. Ils ont emballé tous les livres, puis ils en ont fait des autodafés. »« Mais ils ne vont pas en faire des autodafés, » rétorqua Nina. « Ce ne sont pas vraiment des nazis. » C'est ce que tout le monde croit. Et puis, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, les nazis débarquent. Un genre de vente avait été organisé en toute hâte. La plupart de leurs clients s'étaient contentés de feuilleter leurs ouvrages préférés, familiers, dans la boîte à 10 centimes, laissant derrière eux les livres les plus neufs et les plus reluisants. Désormais, comme les jours passaient, ils étaient censés emballer les volumes restants pour les expédier à la bibliothèque centrale, mais le visage d'ordinaire renfrogné de Griffin était encore plus sombre que d'habitude. Il arborait une longue barbe fâcheusement effilée et prenait de haut tous ceux qui ne lisaient pas les mêmes livres que lui. Comme il n'aimait que d'obscurs romans des années 1950, aujourd'hui épuisés et ayant pour héros de jeunes gens frustrés qui buvaient trop dans le quartier londonien de Fitzrovia, il avait tout le loisir de parfaire cette attitude. Il ne démordait pas de son histoire d'autodafé. « Ils vont pas les brûler, ils vont aller dans le gros machin en centre-ville. » Nina ne pouvait se résoudre à prononcer le mot médiathèque. « Est-ce que t'as vu les plans ?» ronchonna Griffin. « Café, ordinateur, DVD, plantes vertes, administration, et des gens qui font des analyses coûts-bénéfices et persécutent les personnes sans travail. Pardon, des gens qui animent des ateliers de pleine conscience. Y a pas de place pour un seul bouquin dans ce fichu lieu. Ça va finir à la décharge, tout ça, » ajouta-t-il en désignant les dizaines de cartons. « Ils vont s'en servir pour faire des routes. » « Mais non, mais si, c'est ce qu'ils font avec les livres en fin de vie. Tu le savais pas? Ils en font des sous-couches routières pour que de grosses voitures puissent rouler sur des siècles de réflexion, de savoir et d'érudition, gravant métaphoriquement l'amour de la connaissance dans la poussière avec leurs énormes pneus ridicules et leurs conducteurs débiles, fans de Top Gear qui fanfaronnent en détruisant la planète. T'es pas franchement de bonne humeur ce matin, hein, Griffin? Est-ce que vous pouvez vous dépêcher un peu, vous deux ?
intervint Cathy Nisson en entrant d'un air affairé et anxieux. Leur budget ne leur permettait de louer les camions destinés à la collecte des livres que pour l'après-midi. S'ils n'arrivaient pas à tout charger à temps, elle aurait de gros ennuis. « Oui, mon Oberführer !» souffla Griffin à voix basse alors qu'elle ressortait, l'air toujours aussi affairé, son carré blond toujours aussi rigide. Bon sang, cette femme est si méchante que c'en est incroyable. Mais Nina ne l'écoutait pas. Elle regardait désespérée les milliers de volumes autour d'elle, si prometteurs avec leurs belles couvertures et leurs textes de présentation optimistes. Condamner ne serait-ce qu'un seul d'entre eux à la décharge était un crève-cœur pour elle. C'étaient des livres quand même. À ses yeux, cela équivalait à fermer un refuge pour chiens. Et il était impossible qu'ils finissent le travail dans la journée, malgré ce que Cathy Nisson pouvait en penser. Voilà pourquoi, quand Nina se gara 6 heures plus tard devant la porte d'entrée de la petite maison où elle vivait en colocation, son Austin Métro était pleine à craquer de livres. « Oh non !» gémit Surinder en ouvrant la porte avant de croiser les bras sur son imposante poitrine. Son visage arborait une expression sévère. Nina avait déjà rencontré sa mère, qui était commissaire de police. Surinder tenait cela d'elle et regardait souvent Nina avec cet air. « Tu les rentres pas à l'intérieur, c'est hors de question, » poursuivit-elle. « C'est juste que, je veux dire, ils sont dans un état impeccable. Et c'est pas le problème. Et ne me regarde pas avec ses yeux, on dirait que je suis en train de refouler des orphelins. » « Eh ben, dans un sens, » répondit Nina en s'efforçant de ne pas paraître trop implorante. « Les solives de la maison ne le supporteront pas, Nina. Je te l'ai déjà dit. » Nina et Surinder partageaient cette petite maison mitoyenne dans la joie et la bonne humeur depuis 4 ans, depuis que Nina était arrivée dans le quartier d'Edgbaston après avoir grandi dans la ville de Chester. Elles ne se connaissaient pas avant et avaient donc eu la chance de devenir amies en étant colocataires plutôt que d'être des amies qui emménageaient ensemble pour finir par se brouiller. Nina vivait dans la crainte que Surinder ne se trouve un petit copain sérieux et qu'elle ne déménage ou lui demande d'emménager avec elle, mais malgré ses nombreux prétendants, cela ne s'était pas encore produit. Et ça l'arrangeait bien. Surinder faisait toujours remarquer que rien ne justifiait de penser qu'elle était la seule à qui cela pouvait arriver. Mais du fait de la timidité maladive de Nina et de sa pratique solitaire et assidue de la lecture, elles étaient toutes les deux presque certaines que Surinder tirerait le bon numéro en premier. Nina avait toujours été une fille réservée, à l'écart, qui observait le monde à travers le prisme de ses romans préférés. Et puis, s'était-elle dit après une autre soirée gênante passée à bavarder avec les copains empotés du dernier amant en date de Surinder, elle n'avait tout bonnement rencontré personne qui soutienne la comparaison avec ses héros de romans préférés. Un Monsieur Darcy ou un Heathcliff ou même, quand l'humeur s'y prêtait, un Christian Grey. Les garçons nerveux aux mains moites auxquels elle ne trouvait jamais rien de drôle ou de malin à dire ne faisaient vraiment pas le poids. Ils n'arpentaient pas les landes du Yorkshire, l'air courroucé, le teint hâlé. Ils ne refusaient pas de danser avec vous à la Grand Pump Room, tout en vous aimant en secret depuis toujours. Tout ce qu'ils faisaient, c'était se saouler à la fête de Noël, comme l'avait fait Griffin, et essayer de vous enfoncer la langue dans la gorge tout en vous répétant pendant des heures d'une voix chevrotante que leur relation avec leur petite amie n'était pas si sérieuse que ça, sincèrement. Bref, Surinder semblait furieuse, et pire, elle avait raison de l'être. La maison ne pouvait tout bonnement plus accueillir un seul livre. Il y en avait partout, sur le palier, dans l'escalier, dans la chambre de Nina, à ras-bord, dans le salon, soigneusement rangé, dans les toilettes, on ne savait jamais. Nina aimait avoir les 4 filles du docteur March sous la main en cas de crise. « Mais je ne peux pas les laisser dehors dans le froid, » la supplia-t-elle. « Nina, c'est un tas de bois mort, et certains sentent carrément mauvais. » Mais Surinder garda la même expression, regardant Nina avec sévérité. « Nina, ça suffit. La situation devient totalement incontrôlable.
Vous videz la bibliothèque toute la semaine. Ça ne va faire qu'empirer. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.